J'ai regardé les spirales s'étaler, envahir le sol, comme si le temps s'était liquéfié et qu'on venait de le répandre sur le monde. Tu le ressens d'abord dans le ventre. Une sensation un peu floue, presque engourdie, comme si tout devenait léger et pétillant à l'intérieur. Ensuite, ça monte vers la tête, puis vers les doigts, et tu commences à être submergé par quelque chose de difficile à décrire. Quand tu sens que ton visage devient chaud, que t'as les joues rouges, deux chemins s'ouvrent. Soit tu te mets à rire pour un rien, soit tu te sens un peu mal à l'aise à cause de détails insignifiants. Et ça dépend à fond de ton environnement et de ton état mental au moment où ça démarre. C'est super important de ne pas prendre du LSD l'estomac vide, parce que dans ce cas-là, je me sens presque toujours trop nauséeux pour vraiment profiter. Une fois que le trip est bien lancé, tu remarques tout de suite à quel point les couleurs explosent. C'est comme si la saturation de la réalité avait été poussée au maximum. Si tu fixes quelque chose assez longtemps, tu verras les murs ou les objets commencer à respirer. C'est pas une hallucination au sens classique, c'est plus une vibration subtile mais constante. Parler devient difficile, pas parce que tu ne comprends pas, mais parce que les mots te semblent dérisoires par rapport à ce que tu ressens. En revanche, comprendre les autres, ou même sentir ce qu'ils veulent dire sans qu'ils parlent, ça devient presque intuitif. L'anxiété fait aussi partie du voyage, même si elle est légère. Tu peux ressentir un besoin fort d'être dedans, ou au contraire dehors, ce va-et-vient entre confort et inconfort est presque inhérent au trip. C'est difficile d'entrer dans les détails précis, parce que chaque personne et chaque trip est différent. Mais quand tu redescends, en général après 7 à 9 heures, t'as une faim de loup. Ton dos te fait un mal de chien, comme si tu avais porté ton propre cerveau toute la nuit, et tu seras vidé de ton énergie pendant au moins une journée. Cela dit, le LSD reste ma substance préférée. Pour sa profondeur, sa durée, et le fait qu'il laisse peu de traces physiques après coup. Mais c'est vraiment crucial d'être dans un environnement où tu te sens en sécurité, avec des gens de confiance, sinon le moindre détail peut prendre des proportions énormes et te faire basculer dans un mauvais trip plein d'angoisse et de nœuds mentaux. J'ai vu l'amour. J'étais allongé dans mon lit, sous l'effet d'environ 4 grammes de champignons, et parmi toutes les sensations qui m'ont traversé, il y avait surtout une chaleur douce et une profonde sensation de sécurité. Quand je fermais les yeux, je voyais un objet en forme de diamant, qui irradiait des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Si je devais les décrire, je dirais que c'était des teintes vives et joyeuses de violet et de rose. Les contours étaient parfaitement nets, et l'ensemble était d'une beauté saisissante. Pendant un instant, une minute peut-être, je n'ai ressenti que de l'amour, de la chaleur et un sentiment de sécurité absolue. Mon corps semblait flotter, je rougissais sans raison apparente. Il n'y avait pas de voix, pas de message mystérieux ni de pensée profonde qui flottait autour de moi. C'était simplement du bonheur pur, de l'amour à l'état brut. J'ai pris des champignons un grand nombre de fois, mais cette expérience-là, je l'ai toujours considérée comme unique, même après tant de voyages. Je ne sais pas exactement quelle quantité on m'a donné, mais on m'a dit que c'était une dose suffisamment faible pour qu'un débutant puisse gérer, sans qu'on ait à te tenir la main pendant le trip. Rien ne s'est passé pendant la première heure, ce qui correspondait à ce que je m'attendais. Puis, petit à petit, ça a commencé à monter. Le premier changement que j'ai remarqué, c'était le contraste, la peinture écaillée, les nervures du bois, tous les détails ressortaient beaucoup plus qu'en temps normal. Ensuite, la lumière est devenue plus vive et les ombres plus profondes, comme si quelqu'un avait retouché le monde entier avec Photoshop en augmentant légèrement le contraste. Vers la 3e heure, j'ai commencé à me sentir léger, un peu comme si j'avais fumé beaucoup de weed, mais sans le brouillard mental. C'était comme planer sans que ça émousse les sens ou l'esprit. J'avais aussi l'impression que certaines barrières mentales s'étaient levées. On a eu des discussions vraiment intéressantes avec les gens avec qui je tripais, parce qu'on parlait tous avec une spontanéité d'enfant mais une intelligence d'adulte. C'est un état mental très difficile à décrire, mais ce lâcher-prise m'a permis de vraiment comprendre un point de vue auquel je n'avais jamais réfléchi auparavant.
Je me suis aussi rendu compte que je souriais sans pouvoir me contrôler, et dès que les conversations devenaient un peu plus sérieuses, j'avais du mal à garder mon sérieux parce que ma bouche se mettait à sourire toute seule. À la 4e heure, j'ai commencé à me sentir à la fois agité et faible. Je marchais de long en large sans arrêt, tout en ayant la sensation que mes jambes n'étaient pas assez solides pour me porter. Quand j'étais assis, je tapais du pied sans arrêt. J'ai aussi commencé à me mélanger dans mes messages, à envoyer les mauvais textos aux mauvaises personnes, alors j'ai décidé d'arrêter d'écrire parce que je n'arrivais plus à faire le lien entre les noms affichés sur l'écran et les gens réels. Ma perception du temps s'est ralentie. Quand je suis allé aux toilettes, j'ai eu l'impression d'y être resté une demi-heure alors que ça n'avait duré que 5 minutes. Et toutes les 10 minutes, j'avais à nouveau l'impression d'avoir besoin d'y retourner. C'est à ce moment-là que les hallucinations visuelles les plus étranges ont commencé. Le coucher de soleil était incroyable. Je voyais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. J'en ai déjà vu de plus beaux sobres, mais l'acide rendait un simple coucher de soleil absolument splendide. Le contraste s'est encore accentué, et le ciel s'est mis à pulser une lumière blanche comme un gigantesque stroboscope. L'herbe se mettait à onduler, à ramper vers moi comme une mer de verre, et j'avais l'impression de m'enfoncer lentement dans le sol. Comme je savais que c'était une hallucination, j'ai pu observer tout ça avec curiosité au lieu de paniquer. Mais si je n'avais pas su que j'étais sous LSD, j'aurais sans doute cru que je perdais la tête. Pendant les 5e et 6e heures, les contrastes se sont adoucis, l'herbe s'est calmée, le temps s'est remis à passer normalement, et mes filtres mentaux sont revenus peu à peu. J'étais encore un peu faible et tremblant, comme après une grosse séance de sport, jusqu'au lendemain, mais les effets mentaux avaient disparu. Franchement, c'était une expérience vraiment intéressante. Je pense que je le referai un jour. Je vais commencer par dire que c'était mon tout premier trip, on devait être vers 1995, quelque chose comme ça. Un pote avait mis la main sur un peu d'acide, un truc soi-disant triple trempage à base de PCP, version Timothy Leary. Je me souviens clairement de ce détail. J'étais seul dans ma chambre un vendredi soir, et je me suis dit que c'était le moment parfait pour tester. Alors j'ai pris mon buvard et je me suis installé tranquillement, curieux de comprendre tout ce que les gens racontaient à ce sujet. Au bout de 45 minutes, rien. Je me suis dit que je m'étais fait avoir. Pour passer le temps, j'ai commencé à zapper à la télé, histoire de me trouver un truc à regarder. Et là, coup de chance, Tueur n'est passé. Je me suis dit, pourquoi pas, et je me suis calé devant. 15 minutes plus tard, on arrive à la partie animée du film, et là, je commence à remarquer que tout devient extrêmement vif. Genre le sang qui jaillit de l'écran pour recouvrir le mur en face de moi, vif. Sans que je m'en rende compte, le bon docteur LSD avait commencé à m'emmener doucement vers mon tout premier sommet. Je baisse les yeux et je vois de longs verres fluo, ultra fins, ramper dans ma peau et en ressortir. Des verres acides, des roses éclatants, des bleus électriques qui s'entrelacent dans mes bras. J'avais encore assez de lucidité pour savoir que ce n'était pas réel, mais c'était quand même flippant. Je savais que ma grande sœur était dans sa chambre au bout du couloir, et vu comment elle vivait à l'époque, je me suis dit qu'elle devait sûrement être dans un état similaire. Alors je suis allé voir si elle allait bien. Nos deux chambres étaient reliées par une salle de bain, et vu que je voulais surtout éviter de croiser nos parents, j'ai décidé de passer par là. Grosse erreur. Je tombe nez à nez avec le grand miroir au-dessus du lavabo. Et tous ceux qui ont déjà tripé te le diront, fixer son reflet sous LSD, c'est une très mauvaise idée. Regarder ton reflet se déformer alors que tu hallucines déjà, c'est une recette pour le cauchemar. Ce que j'ai vu dans ce miroir, ce n'était plus moi. C'était une espèce de loup-garou zombie de 15 ans. Ma peau tombait en lambeaux, mes cheveux poussaient à une vitesse folle, mes yeux brillaient, mes dents s'allongeaient. L'enfer. J'étais littéralement figé, incapable de détourner le regard. 30 secondes? 5 ans? Impossible à dire. Les vers étaient de retour aussi, et j'avais l'impression que c'était eux qui me maintenaient en un seul morceau. J'ai finalement réussi à décrocher mon regard et j'ai couru dans la chambre de ma sœur.
J'ai essayé de lui raconter ce qui se passait, mais elle m'a envoyé balader, elle tripait elle aussi, au téléphone avec son copain de l'époque, et n'avait aucune envie de jouer les pompiers. Je suis ressorti et j'ai décidé de passer par le couloir plutôt que de revivre l'enfer de la salle de bain. D'une façon ou d'une autre, j'ai réussi à retrouver ma chambre, mais là, ça n'allait pas mieux. Le film tournait toujours, et visiblement, j'avais lancé la musique aussi. Autant dire, ambiance parfaite pour un mauvais trip. Le tapis de ma chambre était vivant. C'était comme un océan de millions d'insectes en colère. La seule île de sécurité, c'était mon lit, de l'autre côté de la pièce, à des kilomètres. Grâce à mes années d'entraînement sur Super Mario, j'ai sauté de tas de linge en tas de linge et j'ai fini par atterrir sain et sauf sur le lit. Mais le tapis n'a pas apprécié. Un fil solitaire a commencé à grimper sur ma commode. Une fois au sommet, il a lancé un discours digne d'un dictateur moustachu, ce qui a déclenché une véritable émeute parmi les autres fibres. Le tapis s'est mis à bouillonner, à onduler, à grossir, formant une immense masse furieuse, avec une gueule béante. Quand la bête tapis a foncé vers moi, toute d'en dehors, j'ai fait la seule chose logique, j'ai crié comme un barbare et j'ai balancé mon oreiller droit dans sa bouche. Elle s'est étouffée, a suffoqué, et a fini par s'effondrer. Morte. Et c'est ainsi que j'ai survécu à mon premier trip. J'ai commencé à prendre du LSD, doucement au début, puis de plus en plus. Les doses augmentaient, la fréquence aussi. C'est vite devenu régulier, je tripais plusieurs fois par mois. Et ça m'a épuisé. Mentalement, j'étais de plus en plus mal, enfoncé dans une profonde dépression. Je perdais peu à peu le contact avec la réalité, même si j'étais persuadé d'aller bien, parce que je me disais que je travaillais sur mes problèmes intérieurs grâce à la thérapie psychédélique. Puis j'ai essayé les champis pour la première fois. J'en ai pris 2 grammes, et j'ai fumé pendant le pic. J'ai eu quelques révélations sur moi-même, mais je sentais que ce n'était pas suffisant. Il y avait encore quelque chose à découvrir. J'avais cette intuition que les champignons contenaient les réponses que je cherchais, pourquoi je suis ici, ce que je suis censé faire de ma vie, comment être heureux. Alors j'ai récupéré 10 grammes, que j'ai partagé avec un ami. On a préparé une infusion, et on l'a bu d'un trait. Moins de 15 minutes après avoir bu le thé contenant mes 5 grammes, je suis parti dans le trip le plus intense de toute ma vie. Des visions incroyablement puissantes, un état mental totalement bouleversant. Pendant la première heure, j'ai traversé un véritable enfer. Toutes les choses les plus sombres que j'avais faites, chaque fois où j'avais blessé quelqu'un ou moi-même, défilaient devant mes yeux. Les images devenaient de plus en plus rapides, jusqu'à n'être plus qu'un brouillard intense. Et d'un coup, tout s'est arrêté. Je flottais dans un paysage magnifique, impossible à décrire avec des mots, rempli des choses les plus époustouflantes que j'ai jamais vues. Un peu plus loin, une silhouette sombre, humanoïde, m'observait. Elle ne parlait pas, mais me transmettait des messages à travers des visions et des émotions intenses. On est resté là ensemble, dans cette sorte de salle d'attente cosmique. Il me faisait comprendre qu'on attendait quelque chose. Quoi? Il ne voulait pas me le dire. Alors j'ai attendu, en me laissant porter par la beauté du lieu. Et puis, tout a disparu aussi soudainement que c'était arrivé. À la place, un tourbillon de couleurs d'une profondeur incroyable, pourpre, rose, rouge, orange, et plein d'autres que je ne peux même pas nommer. Je me suis senti submergé par un amour infini, une paix intérieure absolue, une harmonie totale avec tout ce qui a existé, existe et existera. J'étais en paix. À ce moment-là, j'ai compris que si je suis ici, c'est pour aimer. J'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime chaque personne qui a jamais existé, parce qu'au fond, nous sommes tous la même chose, une conscience connectée à ce monde à travers différentes formes physiques. Cette expérience a eu lieu en juillet, et depuis, je suis plus heureux que je ne l'ai jamais été. Grâce à la thérapie et au soutien de mes proches, je vais bien. J'ai trouvé un sens à ma vie. Et je le dois à cette rencontre avec la psilocybine. Elle m'a montré ce qui compte vraiment. Elle m'a permis de comprendre pourquoi j'agissais comme je le faisais,
et que j'étais en train de gâcher ma vie. J'ai pris un nouveau départ. Je suis en train de reprendre mes études et j'ai réparé beaucoup de relations que j'avais brisées par égoïsme. Je ne pense pas que ce soit un remède miracle pour tout le monde, mais pour moi, ça a été un véritable déclic. Et je lui en serai reconnaissant pour toujours. La deuxième fois que j'ai pris du LSD, c'était avec des amis de mon copain, dans une petite soirée, on devait être 7 en tout. Juste après avoir avalé la dose, mes 2 meilleurs amis m'ont envoyé des messages en panique. L'une venait de se faire larguer, l'autre avait eu une mauvaise rencontre avec un inconnu, je crois. J'essayais de leur répondre, de trouver des choses utiles à dire, puis j'ai dû leur expliquer que j'avais environ 10 minutes avant de ne plus pouvoir lire correctement. Heureusement, elles ont trouvé ça plutôt drôle, donc on a mis les conversations en pause. On a mis un peu de musique, on s'est posé et on a commencé à dire n'importe quoi. C'est en dansant que j'ai réalisé que j'étais Satan. Je me suis vu dans un miroir, j'étais récemment passé du blond au noir, j'avais un haut noir aussi, un peu gothique, ce qui n'est pas du tout mon style habituel. Je me souviens m'être senti secrètement très fier de cette découverte, à me regarder dans le miroir avec admiration, au milieu des reflets de mes potes. Quand je suis monté à l'étage pour aller aux toilettes, il y avait un miroir dans une petite pièce séparée avec le lavabo. Je me suis penché vers mon reflet, et là, j'ai su que j'étais Satan. Mon visage alternait entre une beauté jeune et lumineuse, puis un air vieux et flétri, en boucle. En me voyant, j'ai pensé, « Ah, te voilà. Pourquoi je traînerais avec les autres alors que je peux rester avec toi ?» Et je suis probablement resté là pendant au moins 20 minutes, à me contempler avec amour. Quand je suis redescendu, un de mes amis essayait aussi de descendre les escaliers, mais il ne comprenait plus comment ils fonctionnaient. Je l'encourageais du bas des marches, mais il était perdu et s'est assis en haut, confus. Il me paraissait très loin, très haut au-dessus de moi, et je répétais son prénom avec tendresse. Puis j'ai décidé qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui, mais que ce n'était pas grave. De retour au salon, un ami sautillait sur une jambe juste pour nous perturber. Et ça marchait. Un autre faisait des pas de danse Bhangra, il est vraiment indien, je précise que je n'inventais pas ça, et comme d'habitude il est plutôt discret, c'était assez fascinant. On a essayé de partir plusieurs fois, mais on n'arrivait pas à s'arrêter de rire. C'était comme si le fou rire nous empêchait littéralement d'ouvrir la porte. Je crois qu'on a refait ça en boucle pendant des heures. Vers 6 heures du matin, on a réalisé qu'on était coincé par notre propre rire, et on a eu un petit moment de panique en pensant qu'on n'arrêterait peut-être jamais. À un moment, je suis repassé près du miroir pour vérifier si j'étais toujours Satan, et oui, toujours Satan. Quand on a enfin réussi à sortir, on a pris le métro pour rentrer, et je ne peux même pas décrire à quel point le métro londonien à 7 heures du matin est un choc sensoriel sous LSD. Je crois que je criais devant les gens, probablement en train de leur faire très peur, mais je ne suis pas sûr. J'essayais d'aspirer tout l'air qui passait autour de moi comme si j'étais en train de partir dans l'espace. C'était carrément trop. Le lendemain, on est allé faire quelques courses, et quelqu'un avait renversé du lait dans une allée du supermarché. On est resté planté là, totalement déconcerté, incapable de comprendre comment contourner l'obstacle. L'idée de simplement faire demi-tour ne nous est venue qu'après un long moment de réflexion. Et pendant plusieurs jours après, j'étais convaincu d'être Satan. Au bout de 24 heures, j'ai fini par le dire à mon copain comme si je lui avouais un secret grave que je portais sur le cœur. Je connaissais un gars qui prenait régulièrement de l'acide, et un soir, après un mauvais trip, sa personnalité a complètement basculé. Il n'était plus du tout le même. Avec des potes, on avait pris exactement le même acide que lui ce soir-là, donc ce n'était pas un mauvais lot. La seule autre chose qu'on avait consommée, c'était un joint qu'on s'était passé entre nous. Le lendemain, ses colocataires nous ont dit que c'était comme s'il était resté coincé dans le trip. Il a continué à venir traîner au parc comme d'habitude, mais il ne parlait presque plus. Il restait là, à fixer le vide, comme un zombie. Et si on lui posait une question, il faisait l'effort de répondre, mais avec difficulté, en bégayant.
On aurait dit quelqu'un qui essayait de faire semblant d'être sobre alors qu'il était encore en plein trip. Parfois, il arrivait à tenir une conversation, mais il perdait le fil en quelques secondes. Il proposait souvent aux filles qu'il connaissait du parc de les raccompagner en voiture, mais au lieu de les ramener, il conduisait un peu n'importe où, en essayant de discuter avec elles. Généralement, elle finissait par s'énerver et lui demandait de s'arrêter pour descendre. Je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. J'imagine qu'il a fini par être déclaré invalide ou quelque chose comme ça. J'ai redécouvert Dieu, l'amour et moi-même grâce aux psychédéliques. J'ai grandi dans l'église luthérienne, mais en arrivant à l'université, j'ai commencé à lire beaucoup de littérature athée, et j'ai peu à peu abandonné mon éducation religieuse. Je me suis déclaré athée, puis, à force de lecture, j'ai fini par adopter le terme des « athées militants ». Pendant mes années de licence et de master, l'athéisme faisait profondément partie de mon identité. C'était un élément central de ce que j'étais. Peu après mes études, on m'a proposé des champignons pour la première fois. J'ai trouvé l'expérience intéressante et pleine d'enseignements, mais la dose n'était pas assez forte pour provoquer un vrai bouleversement. Elle m'a cependant ouvert l'esprit à l'univers des psychédéliques. Alors, quand on m'a ensuite proposé du LSD, j'ai d'abord hésité, mais après de nombreuses recherches, j'ai décidé de tenter l'expérience. Mon premier trip a été une vraie révélation. Mais c'est lors de mon deuxième que tout a basculé, en 3 heures à peine, je suis passé d'athée à panthéiste. La transformation a été si profonde et soudaine que je suis littéralement en train d'écrire un livre à ce sujet. Avec le temps, j'ai affiné mes croyances. Du panthéisme, je suis passé à quelque chose de plus difficile à définir, mais qu'on pourrait appeler une forme de néo-bouddhisme. L'un des plus grands bouleversements de ma vie a eu lieu sous LSD, au bord d'un feu de camp, en 2014. Ce soir-là, j'ai décidé de tout changer, quitter mon boulot, rompre mes fiançailles, vendre toutes mes affaires, et partir pour ce qui allait devenir le plus grand voyage de ma vie jusqu'à présent. J'ai littéralement marché du Mexique au Canada en suivant le Pacific Crest Trail, en prenant des psychédéliques tous les 5 à 7 jours. C'était comme réinitialiser ma vie, en pleine nature, l'esprit ouvert. La marche a duré 124 jours et elle m'a transformé pour de bon. Plus tard, j'ai parcouru le Colorado Trail, 850 km, en prenant des champignons hallucinogènes plus d'1 jour sur 2. Je ne prenais pas toujours de grosses doses, mais juste assez pour rester connecté au monde autour de moi. En résumé, j'ai grandi dans un environnement où on me répétait que « les drogues, c'est mal ». Je pensais que je n'en prendrais jamais. Mais plus je faisais de recherches, plus j'étais ouvert à cette idée, jusqu'à ce que je me lance dans l'univers des psychédéliques, et ça a complètement changé ma vie pour le meilleur. Aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce au LSD. Mon expérience ressemblait à ce que j'imagine être la schizophrénie. Un profond sentiment de dissociation, des hallucinations légères, les rideaux semblaient bouger tout seuls, des traînées visuelles suivaient les objets en mouvement et une perception amplifiée de tout. Les couleurs étaient plus vives, presque trop. J'ai eu des moments d'anxiété intense, de confusion totale, et cette sensation étrange, presque angoissante, de ne plus exister vraiment, comme si j'étais sorti de moi-même. Ce n'était pas désagréable, mais ce n'était pas non plus un trip révélateur ou transcendantal. Juste bizarre. Et après coup, ça m'a laissé dans un état un peu flou pendant plusieurs jours. Impossible de me concentrer sur quoi que ce soit, comme si mon cerveau avait pris un coup, mais pas dans le bon sens. Je me sentais littéralement cassé, comme si quelque chose s'était déplacé à l'intérieur de moi, et que ça n'allait pas se remettre tout seul. La première fois que j'ai essayé le LSD, j'ai adoré. C'était l'un des meilleurs moments de ma vie. La deuxième fois, ça a été l'enfer. Mon copain et moi étions en train de nous amuser au lit, et tout à coup, j'ai été prise d'une crise de panique comme je n'en avais jamais connue. Je hyperventilais, je pleurais tellement que je n'arrivais même plus à parler. Mon copain a réussi à me calmer un peu,
puis il s'est endormi. Il avait trop bu, donc il dormait profondément et je n'arrivais pas à le réveiller. La panique a recommencé. Je croyais que j'allais m'évanouir tellement je n'arrivais plus à respirer. Une amie m'a envoyé un message à ce moment-là, et je lui ai expliqué ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle s'endorme elle aussi. Je ne sais plus très bien ce qui s'est passé ensuite, mais mon copain m'a retrouvée assise dans un coin de la chambre, recouverte de couvertures. J'étais entouré de bonbons, en train de regarder YouTube en pleurant à chaudes larmes. Je ne toucherai plus jamais au LSD. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Quand les effets ont commencé, c'était une sensation de pure élévation. J'avais l'impression d'être au sommet du monde. Puis, à mesure que le trip devenait plus intense, j'ai commencé à me déconnecter de la réalité. Tout ce qui existait dans l'univers, c'était ma conscience. Rien d'autre. J'ai eu une prise de conscience totale, je ne pourrais jamais vraiment comprendre ou connaître quoi que ce soit de manière objective, parce que tout ce que j'avais vécu, perçu ou ressenti passait à travers le filtre de mon propre esprit. Puis j'ai réalisé que j'étais avec mes meilleurs amis, mes personnes préférées au monde, et j'ai eu envie de leur dire à quel point je les aimais. Mais ma tête et ma bouche ne fonctionnaient plus ensemble. Impossible d'aligner une phrase cohérente. On a mis de la musique, et peu importe le morceau, tout dans le monde semblait parfaitement en harmonie avec ce qu'on écoutait. Chaque chanson semblait faite pour ce moment précis. Je suis resté un bon moment à fixer les motifs dans une bassine d'eau, c'était hypnotisant. Tout ce qui avait une texture, comme l'herbe ou les tissus, semblait bouger, onduler de façon folle, avec des contours arc-en-ciel autour de littéralement tout. Au fil de la nuit, je suis doucement redescendu vers un état plus normal. Et en fait, je me sentais assez mal. Je pense que c'est surtout parce que j'avais oublié de boire quoi que ce soit pendant 9 heures, donc j'étais sans doute juste déshydraté. Mais j'ai aussi commencé à devenir parano et anxieux, j'avais peur d'avoir dit ou fait quelque chose de gênant pendant que j'étais déconnecté, ou que mes amis m'en veuillent sans raison. Pourtant, ils ne m'ont donné aucun signe en ce sens, et quand je leur ai demandé plus tard, ils m'ont rassuré, tout allait bien, et ils avaient trouvé mon trip plutôt marrant, vu que j'étais le seul à n'avoir jamais pris de psychédélique avant. Le LSD, je ne le recommanderais pas à tout le monde. Il faut vraiment être dans un environnement sûr, entouré de gens en qui on a entièrement confiance, surtout si on prend plus qu'une microdose. Il faut aussi être prêt à ce que ça ait un impact sur ton humeur après coup. Le lendemain, je me sentais très déprimé, sans vraiment comprendre pourquoi. Il m'a fallu un peu de temps pour que ça passe. Le LSD est toujours un trip très physique pour moi. Les effets visuels sont complètement fous, très artificiels dans le sens où tout suit des motifs précis, comme un kaléidoscope. Je le prends surtout en festival de musique. Tu absorbes un peu l'énergie autour de toi, si ça a du sens. Tu rentres aussi dans des boucles mentales. Tout donne l'impression de se répéter. Même si je fais autre chose, mon corps et mon esprit ressentent encore l'énergie de ce que je faisais 1 heure plus tôt. Le pic est très intense, avec plein de pensées intérieures et d'analyse de soi. C'est là que beaucoup de gens vivent des expériences qui changent leur vie, parce que tu vas vraiment creuser profondément en toi. Il y a même un moment où tu oublies qui tu es. En festival, j'aime bien avoir quelqu'un que je peux juste suivre physiquement, pas forcément discuter ou traîner avec, mais quelqu'un qui peut me dire par où aller, parce que je perds totalement le sens de l'orientation pendant le pic. Parfois, certaines choses paraissent irréelles, donc j'ai tendance à demander, est-ce que c'est réel ou pas? Quand le pic passe et que tu redescends, tu reprends le contrôle de toi-même et de tes pensées, tout en ayant encore des hallucinations visuelles. C'est à ce moment-là que j'aime explorer et parler aux gens. Donc oui, c'est beaucoup d'introspection, et une vraie perte de repère sur soi. Les champignons, je n'en ai pris qu'une seule fois, mais ça m'a marqué profondément. C'est assez proche du LSD sur plein d'aspects, perte de repère, réflexion intérieure, sentiment de ne plus savoir qui on est. Mais la grosse différence, c'est que c'est plus amusant à explorer dès le début. Je conseille de les prendre dans un endroit où tu peux marcher longtemps, comme un labyrinthe ou un sentier de randonnée, quelque chose en pleine nature.
Pendant le pic, j'étais complètement coincé dans ma tête, à me poser des questions comme « Où est-ce que je travaille? Qui suis-je? C'est quoi, le travail? C'est quoi, l'école ?» Ce genre de truc. Les hallucinations sont plus organiques que sous LSD. Au lieu de motifs qui bougent, les visuels donnent l'impression que les choses respirent, qu'elles sont vivantes. Ça donne presque une ambiance extraterrestre quand tu regardes certains objets. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'effet spirituel. J'étais assis sur un banc à regarder la lune, d'ailleurs le ciel est incroyable sous Champy, et j'ai ressenti une énergie. Comme si la lune et le ciel me parlaient. Le mieux que je puisse dire, c'est que je me suis senti tout petit, et comme s'il existait des êtres ou des énergies qui m'observaient. En quelque sorte, j'avais l'impression de comprendre le sens de la vie. Je suis sûr que c'était juste les champignons qui faisaient leur effet, mais l'impact était réel. Puis j'ai eu cette envie irrépressible de toucher un cactus à côté de moi. Le bout de mon doigt a à peine effleuré une épine, et une nouvelle vague d'énergie m'a traversé. J'ai eu l'impression d'être connecté à ce cactus. Nos énergies étaient une seule et même chose. Et comme le cactus poussait dans le sol, je sentais aussi l'énergie de tous les arbres et les plantes autour de moi. J'avais littéralement l'impression de parler avec les plantes. J'avais aussi la sensation que le cactus guidait mon trip. Et là, une paix immense m'a envahi. Je me sentais en paix, profondément. C'était une expérience incroyablement apaisante et humble. J'ai regardé le ciel pendant le reste de la nuit et j'ai prié. Je ne suis pas croyant, et je ne priais pas un Dieu particulier. Je remerciais simplement l'univers d'exister, et de me permettre de vivre ça. J'ai pris des champis une seule fois, mais même si je n'en reprends jamais, ce n'est pas grave. Cette seule expérience a eu un impact immense sur moi. Dans les jours qui ont suivi, je me suis senti moins déprimé. Je suis moins anxieux, moins impulsif aussi. Mais surtout, ça a totalement changé ma vision de la consommation de drogue. Je pense que cette expérience m'a peut-être sauvé d'une potentielle addiction. Les trips sous LSD sont très personnels. Tout dépend des squelettes que tu caches dans ton placard, et de ce que tu ressens vraiment au fond de toi. Le voyage change selon ton état intérieur. Tu ne peux pas fuir la vérité sous acide. Si tu es au sommet de ta vie, sans inquiétude, c'est une opportunité incroyable d'apprendre à mieux te connaître. Mais si tu refoules certaines pensées, elles referont surface. Le début du trip donne des papillons dans le ventre, comme quand tu fais la queue pour une montagne russe. Puis ça te frappe, une vague d'euphorie, un sentiment d'unité, une connexion profonde avec tout ce qui t'entoure. Les objets inanimés semblent remplis d'énergie. Tout respire, tout est vivant. Le temps et l'espace se tordent. Un instant peut sembler durer une éternité. Les choses les plus petites peuvent paraître énormes. Les ombres respirent, la lumière se réfracte, et ta perception de ton propre corps peut devenir ultra précise ou complètement floue. Tu peux avoir l'impression d'être impuissant. Tu peux avoir besoin qu'on t'aide, simplement pour sortir marcher. Aller au magasin devient une aventure épique. Lire l'heure ou compter de l'argent devient impossible. Tu pourrais payer 20 € pour une canette de soda, en prendre une gorgée et ressentir chaque bulle traverser tout ton corps. Ton rire peut se transformer en larmes. Ta sueur, ton nez qui coule et tes pleurs finissent par se mélanger. Si tu as de la chance, tu pourrais avoir une révélation qui restera gravée en toi pendant très longtemps. Une profonde introspection peut t'offrir un regard sur toi-même que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. Fumer un joint ou boire une bière te semblera encore plus intense. Si tu prends juste un moment pour fixer un tableau, ou même un mur vide, ou quelque chose avec de la texture, laisse tes yeux se détendre et tu commenceras à percevoir des vagues d'énergie qui ont toujours été là, mais que tu ne pouvais pas ressentir sans des heures et des heures de méditation. Il y a quelque chose autour de nous, en permanence. Difficile à capter, mais sous acide, les autres dimensions dans lesquelles nous existons deviennent plus faciles à ressentir. La redescente est douce, progressive. Profite de ce moment pour continuer à réfléchir, fume un peu d'herbe, laisse-toi porter par les dernières vagues. Écoute de la musique, joue de la musique.
Pink Floyd a toujours été mon préféré dans ces moments-là. Le lendemain, tu te sens un peu vidé émotionnellement, mais aussi purifié. C'est en général une sensation agréable, peut-être un peu brumeuse, un peu mélancolique, mais surtout, on dirait souvent le premier jour du reste de ta vie. Je voulais simplement apporter une perspective différente, parce que la plupart des témoignages sont très positifs. Pour commencer, quand j'étais à la fac, j'ai beaucoup expérimenté avec le cannabis, les champignons, le MDMA, etc. Et dans 99% des cas, j'ai eu de bonnes expériences. Mais malgré ça, je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'essayer une drogue, parce que je ne sais pas qui tu es, comment fonctionne ton cerveau ni comment ton corps réagira. Ce que je peux te encourager à faire, c'est de te renseigner le plus possible sur le LSD et de décider, en toute conscience, si c'est quelque chose qui te correspond ou non. L'une des raisons principales pour lesquelles j'ai promis de ne jamais recommander une drogue à qui que ce soit, c'est qu'il y a 1 an, un ami proche est mort la première fois qu'il a essayé l'acide. Il a fait un bad trip, a escaladé une clôture et est tombé d'une falaise de plus de 20 mètres. C'était un drame terrible pour notre groupe d'amis, et encore plus difficile à vivre pour ceux qui lui avaient dit qu'il devait absolument essayer, parce qu'eux-mêmes avaient passé un super moment. Bref, j'espère que ce témoignage t'apporte un autre point de vue, et que tu y trouveras quelque chose d'utile. À force de vivre des aventures sous LSD, j'en suis venu à une réalisation, il existe plusieurs types de psychonautes. Il y a les psychonautes visuels, ceux qui vivent les expériences les plus spectaculaires avec des visions hallucinantes que je leur envie énormément. Ils voient des choses incroyables, et c'est enivrant de simplement les écouter les décrire. Il y a aussi les psychonautes auditifs, bien plus rares, mais ça existe. Certaines personnes deviennent juste super détendues, un peu de tout, calmes, posées, et c'est très agréable. Chez d'autres, chaque trip est complètement différent. Un coup c'est auditif, un autre visuel, puis encore autre chose. Parfois, ça change même en plein milieu du trip. Certains psychonautes sont des penseurs, de vraies mines d'or pour discuter. Souvent hilarants et éclairants à la fois. Et puis il y a les psychonautes comme moi. Mes amis m'appellent un cauchemar introspectif ambulant. J'analyse absolument tout, je déconstruis chaque pensée jusqu'à la moelle. C'est comme si mon cerveau se divisait en équipes. L'équipe 1 trie et traite les infos, anciennes comme nouvelles. Les équipes 2 et 3 démontent tout, et réfléchir à 2 trucs en même temps, c'est franchement bizarre quand on y repense après. L'équipe 4 compare tout ça, cherche des points communs, et essaie de voir ce que ça dit sur moi, ou sur les gens autour de moi. C'est une expérience assez fascinante dans l'ensemble. J'ai remarqué plein de choses que je n'aurais jamais captées autrement. Mais ce n'est pas ça, le côté cauchemar. Ce qui est dur, c'est que je perds le contrôle de mon flot de pensée. Une fois qu'une idée me happe, c'est comme si j'étais coincé sur des rails. Le mieux que je peux faire, c'est balancer d'autres pensées dans le tas, et espérer qu'elles prennent le dessus. Donc, si un truc me tracasse, je peux sombrer dans une sorte de déprime en un rien de temps, et là, les visuels peuvent devenir très sombres, parfois même franchement dérangeants. Lors de mon dernier trip, je me suis retrouvé à déconstruire toutes les raisons pour lesquelles mon père pourrait me considérer comme un raté. J'ai même évalué le poids de chaque raison dans cette perception. Au début, je voyais des nuages vert citron magnifiques qui ondulaient au plafond. Puis, d'un coup, j'ai vu une sorte de représentation violette de plusieurs espèces en train de mourir, pourrir et disparaître les unes après les autres, remplacées aussitôt. C'était intriguant à observer, mais j'avoue que je préférais les nuages. On aurait dit qu'ils dansaient entre eux. Malgré tout ça, j'adore triper. Si j'avais le temps et l'argent, je le ferais beaucoup plus souvent. Mais le trip n'est pas pour tout le monde. Ça peut devenir une expérience extrêmement angoissante si on n'est pas dans un bon état d'esprit. Je recommande vraiment de triper avec un ou des amis en qui tu as une confiance totale. Pour un premier trip, reste dans un seul endroit, que tu connais bien et où tu te sens à l'aise. Si tu fumes, planque tes clopes. C'est trop facile d'enchaîner tout un paquet sans s'en rendre compte. Si tu ne les vois pas,
tu n'en auras sûrement pas envie. La musique sous LSD, c'est une expérience hallucinante. Ça peut te toucher très profondément, émotionnellement parlant. Choisis bien ce que tu écoutes. Prépare aussi une petite liste d'activités que tu pourrais avoir envie de faire pendant le trip. Tu en feras peut-être une ou deux. Peut-être aucune. En tout cas, tu ne feras jamais tout, même si ça te paraît raisonnable avant de commencer. Ne cherche pas à tout contrôler. Considère ces idées comme des options, pas des objectifs. Un trip trop structuré peut gâcher l'expérience. Et fais attention à la température. Tu peux très facilement oublier que tu as trop froid ou trop chaud. Une fois, mon coloc a dû me tirer de la neige. J'étais resté dehors pendant presque 30 minutes en leggings et un pull trop grand, sans chaussures ni chaussettes. Je ne sentais plus mes orteils, mais heureusement je n'ai rien eu. Et apparemment, je n'arrêtais pas de dire que l'entropie, ce n'était pas une perte d'énergie, mais un partage. Dernier conseil, trouve un trip-sitter. C'est quelqu'un qui reste sobre, ou du moins assez expérimenté et lucide pour pouvoir veiller sur toi. Ça change tout. Sans le mien ce jour-là, je ne serais peut-être plus entier aujourd'hui. Il existe différents types d'acides. Mon préféré, c'est le LSD. Les drogues de synthèse et autres saloperies qu'on fait passer pour du LSD sont tout simplement terrifiantes. Je vais rapidement décrire quelques expériences différentes. Le LSD a été l'expérience la plus éclairante de toute ma vie. J'étais en pleine dépression, et ce trip a agi comme un grand reset mental. J'ai pu déconstruire mes pensées et affronter mes problèmes à la racine. À un moment, mon pote me demande « Tu détestes encore ta mère ?» et j'ai répondu « Non, en fait non. » J'ai même listé les raisons pour lesquelles je ne la détestais plus, en comprenant pourquoi j'avais été en colère contre elle à la base. Le plus fou, c'est que je ne lui avais jamais dit que je la détestais. Il m'a un peu joué le rôle de psy et a mis le doigt pile sur la cause de ma déprime. Ce trip m'a transformé. Ça m'a rendu meilleur, du moins pendant un moment. Je pense sincèrement que le LSD peut être thérapeutique, en plus d'être une drogue très fun. J'ai vu des trucs impossibles à décrire. À un moment, je jouais à Civilisation V et j'ai regardé tout mon empire s'élever, puis s'effondrer, de la réussite aux cendres. Ensuite, je suis allé danser sous la pluie, qui était visuellement du bruit radio. Les gouttes étaient du grésillement visuel, et les flaques affichaient des stations radio différentes. Comment c'est possible? C'était incroyable, et j'ai adoré. Les drogues de synthèse, par contre, c'est le petit frère tordu et sombre du LSD. Visuellement, c'est complètement dingue. Mais ça peut t'emmener dans des endroits très sombres. Et c'est ce qui m'est arrivé. Aucune spiritualité dans ce trip. Juste de la confusion, des hallucinations délirantes, de la paranoïa, de la peur extrême. J'ai vu des dieux, mes murs fondaient, ma télé m'a avalé, mon tapis m'a volé mes pieds, mon lit m'a arraché les oreilles. J'avais des guirlandes de Noël autour des yeux et des insectes derrière mes cornets. J'ai serré la main des dieux de l'alchimie et je suis devenu l'esclave de Lucifer pour l'éternité. J'étais convaincu que je ne redescendrais jamais. La seule émotion que je ressentais, c'était la peur. Une peur pure, la plus intense de toute ma vie. Je pensais que j'allais mourir. Et pourtant, j'étais dans un bon environnement pour triper, dans un bon état d'esprit, avec une intention spirituelle. Mais cette drogue, c'était juste sale. Un simple high, brut, sans aucune profondeur spirituelle ni émotionnelle. Évite à tout prix les drogues de synthèse. Elles peuvent vraiment te tuer. Pour résumer, le LSD a changé ma vie et m'a semblé sûr. Les drogues de synthèse, elles, ont failli me tuer. Femme, 20 ans, plutôt mince, avec une faible tolérance. J'ai pris de l'acide environ 6 ou 7 fois. Chaque expérience a été unique. Je n'ai jamais ressenti d'éléments spirituels dans mes trips. La première fois, j'ai pris environ 2 gouttes, et ça reste le meilleur trip que j'ai eu. Léger visuel,
les objets semblaient respirer, c'était doux et agréable. La troisième fois, mon pote a mis environ 9 cartons dans ma bouche, comme s'il me rendait service. La pièce a viré au violet et on a regardé le clip Runaway de Kanye West. Au début, c'était drôle et on s'amusait bien. Mais quand ses colocataires ont commencé à se disputer, tout a basculé. J'étais persuadé de voir des cornes pousser sur leur tête. Puis tout est devenu noir, j'étais figé, incapable de bouger. Je me suis assise par terre, je n'arrivais même plus à voir clairement le visage de mon ami. C'était comme une vision d'insecte, façon moustique ou mouche. Depuis ce trip-là, toutes mes expériences ont été mauvaises. Une autre fois, j'ai vu le monde comme s'il était dessiné en bande dessinée. C'était oppressant, pas fun du tout. Je recommande fortement de ne jamais prendre plus d'1 ou 2 cartons, et seulement en fonction de ta tolérance aux autres substances. C'est pas une course, et trop en prendre peut vraiment gâcher l'expérience. C'était la première et dernière fois que j'ai pris de l'acide. Au début, tout se passait super bien. Mes amis et moi, on passait un bon moment, on profitait des couleurs et de cette déconnexion totale avec la réalité. Puis, au bout d'environ 1 heure, les choses ont commencé à se gâter. Mes potes ont décidé de mettre The Wall de Pink Floyd. Clairement pas le meilleur choix pour des débutants. L'un d'eux est parti en bad trip et a commencé à paniquer. Rien de trop grave, c'était encore sous contrôle. Puis le téléphone a sonné. Au début, personne ne voulait répondre, mais ça n'arrêtait pas de sonner, encore et encore. J'ai fini par décrocher. C'était ma copine. En pleurs, paniquée, elle criait au téléphone. Elle m'avait emprunté ma voiture un peu plus tôt et me disait qu'il fallait que je vienne tout de suite chez elle. Elle venait de percuter 2 personnes. J'ai complètement perdu les pédales. J'ai dit que j'arrivais tout de suite, puis j'ai raccroché, avant de réaliser que je ne savais même pas où elle était, ni comment la rappeler, on n'avait pas encore de portable. Mes amis m'ont convaincu que j'avais halluciné et que cet appel n'avait jamais eu lieu. Pour eux, le téléphone avait sonné, mais personne n'avait répondu. Et cette idée m'a rassuré. Je me suis calmé, j'ai commencé à m'amuser de nouveau. Quelques minutes plus tard, ou du moins ce qui m'a semblé être des heures, elle a rappelé. Toujours en larmes, me demandant pourquoi je n'étais pas encore là. Et là, panique à nouveau. Cette fois, j'ai eu le réflexe de lui demander où elle était. Chez elle, à environ 3 km de là. J'ai raccroché, puis j'ai aussitôt oublié pourquoi j'étais paniqué. Mes potes, encore une fois, pensaient que j'hallucinais tout ça. Ils ont failli me convaincre à nouveau. Mais après ce qui m'a semblé une éternité, un déclic m'a fait comprendre que c'était bien réel. J'ai quitté l'appart en courant, à toute vitesse jusqu'à chez elle. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'avais l'impression d'être un athlète olympique. Et pourtant, chaque mètre semblait interminable. Il ne restait qu'une dernière petite colline à franchir. Si tu as déjà pris de l'acide, tu sais que les lumières peuvent être une expérience incroyable dans certaines conditions. Ce n'était pas le cas ici. Devant moi, des lumières clignotaient dans tous les sens. Des gyrophares d'urgence. Sous acide, j'avais l'impression qu'il y en avait des centaines. À ce moment-là, je faisais tout pour ne pas péter les plombs. Ma copine avait percuté 2 personnes, il y avait des véhicules d'urgence partout, je n'arrivais plus à respirer après avoir couru 3 bornes, et c'était ma toute première expérience sous psychédélique. Une fois en haut de la colline, la première personne que je vois, c'est un flic qui vient droit vers moi. Il me demande, d'un ton sec, si cette voiture était à moi. Il pointait du doigt ma voiture, qui avait apparemment dévalé la colline en marche arrière, percuté 2 voitures garées et terminé coincée sous une 3e. J'ai à peine réussi à dire oui, en priant pour ne pas me pisser dessus. Ma copine était introuvable. Le flic me dit alors qu'il faut que je déplace la voiture. Elle avait l'air complètement fichue, mais il voulait que je monte dedans pour essayer de la dégager. Je lui dis que j'étais complètement ivre, aucune chance que je lui dise que j'étais sous acide, et que je ne pouvais pas conduire.
Les flics ont éclaté de rire et m'ont dit que ce n'était pas grave, que personne ne regardait. Je suis monté dans la voiture et j'ai essayé de reculer. Après plusieurs tentatives, je leur dis que ça ne bouge pas. Ils me disent alors de vérifier que j'appuie bien sur l'accélérateur, pas le frein. Oups! J'ai réessayé, et j'ai appuyé à fond sur l'accélérateur. La voiture a bondi en arrière et a failli en emboutir 2 autres. Les flics, toujours morts de rire, m'ont dit de la garer dans l'allée juste à côté. Il m'a fallu 5 tentatives pour à peine me mettre de travers, mais suffisamment pour laisser passer l'autre voiture. C'est à ce moment-là que ma copine est enfin sortie, en pleurs. Elle m'a expliqué qu'elle avait garé la voiture en haut de la colline, mais que le levier de vitesse n'était pas vraiment bloqué en position parking. En réalité, la voiture était en neutre. Elle a commencé à rouler toute seule, et elle l'a vue descendre la rue, foncer dans les voitures des voisins, impuissante. Tous les gyrophares et lumières d'urgence que je voyais? Une seule voiture de police. Les assurances ont été échangées, les flics ont bien rigolé, moi, j'étais en miettes, autant mentalement que physiquement. Et pour couronner le tout, impossible de dormir. Les événements repassaient en boucle dans ma tête pendant 24 heures. L'acide? Plus jamais. Pour ma part, j'ai vécu un moment franchement terrifiant. Je regardais une fille avec qui j'étais en train de coucher se transformer en clown. Pourtant, je n'ai aucun problème avec les clowns à la base. On était simplement debout dans son salon, en train de manger des glaces à l'eau. Elle a levé les yeux vers moi et, en souriant, son visage s'est recouvert de maquillage, et ses cheveux ont pris la forme d'un chapeau de bouffon. Le LSD te fait voir des liens que tu préférerais ne jamais voir sobre. J'ai fini par comprendre qu'elle me poignardait dans le dos depuis le début, qu'elle portait un masque chaque fois qu'elle était avec moi. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est d'observer un bon ami sous LSD pendant que j'étais totalement sobre. C'était profond, presque touchant. Il est littéralement tombé amoureux d'un mur. Il a trébuché sur un tapis, et le mur l'a empêché de tomber. Cette reconnaissance, cette gratitude, c'était sincèrement beau. Il l'a enlacé pendant 20 minutes, en lui disant à quel point il l'aimait. Il a même pleuré. Je n'ai plus jamais vu une déclaration d'amour aussi pure depuis. Je vivais à l'époque avec le petit frère à moitié fou d'un de mes amis. Il avait de sérieux problèmes de contrôle de soi et passait régulièrement des jours entiers enfermé dans sa chambre à fumer de l'herbe. Un soir, un ami passe chez moi avec 8 cartons de LSD. Mon colocataire complètement déjanté, qui n'en avait jamais pris, supplie pour en avoir un. À part le cannabis, la seule autre drogue qu'il avait essayé était un comprimé d'ecstasy, environ 1 an auparavant, et ça l'avait rendu paranoïaque au point de croire qu'un complot visait à le transformer en drogué. J'ai hésité avant de lui en donner. Finalement, je me suis dit qu'il valait mieux qu'il le prenne avec nous, où on pourrait veiller sur lui, plutôt qu'avec d'autres ou tout seul. Le LSD n'avait même pas encore commencé à faire effet qu'il réclamait déjà une autre dose. On a tenté de lui expliquer que les effets pouvaient mettre des heures à se manifester pleinement, mais il ne voulait rien entendre. Je voyais 2 solutions, soit je lui donnais une autre dose pour qu'il me laisse tranquille et ne gâche pas mon trip, soit je prenais tout ce qu'il restait, les 5 cartons, d'un coup, pour qu'il n'y ait plus rien à lui donner. J'ai choisi la deuxième option. Quelques heures plus tard, on se promenait à la campagne, profitant de la nature et criant dans une vallée pour entendre nos échos. Mais, peu importe combien mon pote criait, sa voix ne revenait jamais, aucun écho. Et pour une raison que je n'arrive toujours pas à expliquer, j'ai trouvé ça tellement drôle que j'ai dû m'enfuir à toute vitesse avant que l'acide ne le transforme en canard. J'avais entendu un jour que les canards n'avaient pas d'écho. J'ai couru dans les champs, en pleine nuit, jusqu'à ce que je me retrouve allongé sur le dos à contempler les étoiles. Elles étaient magnifiques, là-bas, loin de toute pollution lumineuse. En les observant, émerveillé, je les ai vues se tordre, se mouvoir, puis former une main géante qui est descendue du ciel, m'a attrapé et m'a tiré jusqu'au centre de l'univers. J'ai traversé l'espace à une vitesse incroyable, dépassant étoiles, planètes aux anneaux,
nébuleuse, jusqu'à m'arrêter face à une créature extraterrestre faite de lumière blanche pure, qui flottait devant moi. Elle m'a dit qu'elle m'avait amené là pour me raconter la blague la plus drôle de tout l'univers. Quand mes amis m'ont finalement retrouvé, j'étais en larmes, incapable de m'arrêter de rire. J'aimerais pouvoir vous raconter cette blague, mais malheureusement, elle était en langue extraterrestre, et je ne la comprends pas. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, il m'arrive encore d'y penser, et de rire tout seul. J'étais sous acide, et je fixais un verre d'eau glacée posé sur ma table de nuit. Les glaçons tournaient en rond, encore et encore, comme entraînés par une sorte de mécanisme. Même les gens sobres dans la pièce voyaient ça, c'était réel jusqu'à ce point. Mais d'un coup, sans prévenir, la glace s'est transformée en crotale du désert, un vrai serpent à sonnette western. Il a jailli du verre et a frappé en direction de mon visage, me projetant au sol et renversant le verre dans la foulée. Fin de l'attaque du serpent. Cette partie-là, les gens sobres ne l'ont pas vue. Et pourtant, je te jure que c'était la vision la plus réaliste, la plus détaillée que j'ai jamais eue. Hallucinant au sens propre. Plus tard, pendant le même trip, je jouais au billard. Et là, je voyais les lignes pointillées exactes que les boules allaient suivre, comme dans les anciens jeux de billard sur Nintendo. J'ai littéralement écrasé tout le monde ce soir-là, raflé de l'argent à l'appel. J'ai jamais été bon au billard, ni avant, ni après. Mais cette nuit-là, je voyais les angles comme si la table me parlait. Le LSD t'ouvre des portes qu'on ne soupçonne même pas. Je l'ai pris 2 fois. Et je vais raconter les 2 histoires, parce qu'elles n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Première fois, une amie très proche fêtait ses 18 ans chez elle. Sa mère m'avait prévenu une semaine avant qu'elle allait lui faire la surprise d'un chauffeur en limousine, avec une soirée VIP dans un bar du centre-ville rien que pour nous. Plutôt classe, non? Du coup, je prends un carton de LSD avant d'y aller, en me disant que ça aurait le temps de monter avant la fête. 2 heures passent, toujours rien. Alors je vais à la soirée, un peu déçu. Une maison passe, une autre, toujours rien. Il y a de l'alcool gratuit, alors je me dis, ce truc est bidon, je vais me mettre une caisse à la place. Je commence à boire. Puis on part au bar dans notre petit coin VIP, je bois encore plus. Et quelque part dans la soirée, bam, le trip commence. Je me suis presque battu avec un mec relou qui foutait la merde. À un moment, dans la limo du retour, on n'avait rien pour rouler, alors j'ai roulé un blunt avec un billet d'1 $. Pas très malin, mais bon. Au final, une soirée bien réussie, même si c'était un mix bordélique entre LSD, alcool et improvisation. Deuxième fois, là c'était le jour et la nuit. Je me souvenais de la première fois et je m'étais dit « Ok, cette fois je veux un vrai trip », alors j'ai pris 2 cartons. C'était du LSD liquide, donc je l'ai juste avalé. Plus tard, je suis à une petite soirée, tranquille, on regarde Pulp Fiction, et d'un coup la télé commence à se déformer, genre effet miroir de fête foraine. Là je me dis ok, là c'est sérieux. Puis, je commence à sentir ma gorge qui se resserre, et je panique à mort. C'était l'hiver, alors je sors pour prendre l'air et me calmer. Et là, dans l'allée, je vois ma voiture. Puis, je vois ma voiture à côté. Et je flippe. Je me dis que je suis en train de perdre la tête. Puis je me souviens qu'une des filles à l'intérieur a exactement la même voiture que moi. Et je me rends compte que je suis juste en train de psychoter pour rien. Je retourne à l'intérieur, je me calme, et là je commence à vraiment apprécier le trip. À un moment, je me souviens que tout le monde avait le cou super long, les têtes presque au plafond, comme des ballons d'hélium attachés à leur corps. C'était hallucinant. Et génial. 2 trips, 2 ambiances. L'un un peu chaotique mais marrant, l'autre intense mais magique. Quand j'avais 20 ans, j'ai recommencé à passer du temps avec une fille qui avait été ma meilleure amie de la maternelle jusqu'au lycée, vers la 3e. C'était génial de la revoir, surtout à cette période où je n'avais pas beaucoup d'amis, encore moins de copines proches.
Elle était aussi dealeuse de pas mal de trucs, donc ça ajoutait un petit côté cool à l'ambiance. On se retrouvait pour relire d'anciennes lettres qu'on s'écrivait à l'époque, à rigoler et à se rappeler les souvenirs du bon vieux temps. Un jour, elle m'a proposé de prendre de l'acide avec elle et 2 mecs qu'on connaissait depuis le collège, dans leur cabane à 1 heure de route de notre ville. J'ai accepté, pensant que ça allait être un moment détendu, fun et sans prise de tête. Au début, c'était exactement ça. On riait, on s'amusait. Et puis, tout a basculé. J'ai commencé à capter qu'ils se moquaient de moi, qu'ils me balançaient des insultes à peine voilées, des trucs durs. Ils ont parlé du père de ma meilleure amie qui était décédé cette année-là et m'ont reproché de ne pas avoir été là pour elle. Ils me faisaient la liste de tout ce que j'avais mal fait dans ma vie, soulignaient mes défauts un par un. Ils ont même mis une musique super glauque en fond, comme pour appuyer encore plus leur délire. À un moment, quand j'ai vraiment réalisé ce qui se passait, l'un d'eux a lâché une phrase horrible. « J'aimerais pas avoir cette tête de « je viens de me prendre du sperme en pleine figure », sous-entendant que j'avais l'air choqué. Il me disait que mes amis n'étaient pas vraiment mes amis. J'ai supplié encore et encore qu'on rentre, j'allais voir chacun d'eux en disant « Est-ce qu'on peut s'en aller, s'il vous plaît ?» mais tous répondaient « Pas encore ». J'ai même essayé d'être gentille, je leur ai proposé un dab. Ils se sont moqués de moi, genre « Ouah, les dates doivent vraiment être pourries d'où elles viennent. » Et puis, quand ils ont finalement décidé qu'on pouvait partir, ils m'ont lancé « Tout ce que tu vas raconter, c'est que t'as fait un bad trip. C'est tout ce que tu sais, et c'est tout ce que tu diras. » Ils m'ont ramené jusqu'à ma voiture, et j'ai paniqué pendant tout le trajet de retour. J'ai appelé ma meilleure amie, elle paniquait aussi, et à ce moment-là je pensais qu'elle faisait partie du coup monté. J'ai appelé mon père, il est venu à mon appart, et je n'ai même pas pu le prendre dans mes bras. Je pensais qu'il était complice. Je ne faisais confiance à personne. Pendant des mois, j'ai vécu dans une paranoïa totale. J'avais l'impression qu'il y avait un gigantesque complot contre moi, que tout le monde faisait semblant, que tout le monde se moquait dans mon dos. Même le mec que je fréquentais à l'époque, avec qui je suis encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, je pensais qu'il me tendait un piège quand il m'invitait à sortir. Ça a été la pire expérience de ma vie, et je ne toucherai plus jamais au LSD. Cette soirée à elle seule a suffi à me rendre parano même avec d'autres substances comme la MD ou juste en fumant un joint. Encore aujourd'hui, j'ai parfois des accès de paranoïa. J'ai encore du mal à faire confiance, à croire que les gens ne me veulent pas de mal. Le pire dans tout ça, c'est que je ne saurais jamais pourquoi ils ont fait ça, ni ce que j'ai pu leur faire pour qu'ils me haïssent autant. La seule chose qui me rassure, c'est de savoir qu'aujourd'hui j'ai des gens autour de moi à qui je peux parler, en qui j'ai confiance. Et aussi que ces connards sont encore là-bas, dans notre petite ville, à ne rien faire de leur vie. Une fois, j'étais en pleine mort de l'ego. Un vrai truc bizarre, mais j'étais prêt à aller jusqu'au bout, à traverser la frontière. Je savais que j'allais mourir, et quelque part, j'étais d'accord avec ça. J'étais à un festival de musique, complètement perché, tellement enfermé dans ma tête que le monde extérieur avait cessé d'exister. Allongé dans une flaque de boue, je flippais les gens autour avec mes gestes bizarres, mes délires. Quelqu'un a fini par appeler les secours, et les équipes médicales m'ont emmené sous la tente. Ils ont réussi à me faire redescendre un peu, mais là, boum, psychose. J'étais persuadé d'être coincé dans un permatrip, comme si j'allais rester bloqué dans cet état pour l'éternité. Pas franchement l'expérience la plus fun. J'avais l'impression que mon cerveau était grillé, et que je devais réapprendre à être humain, à tout refaire depuis zéro. Vraiment un délire étrange. Une autre fois, j'étais dans un petit club pendant un concert, en train de triper sur 150 mg. Je fume un joint, truc banal pour moi, je suis un énorme fumeur, donc je ne réfléchis même pas. Mais mélanger weed et LSD, c'est comme balancer du carburant sur un feu. Et comme j'avais oublié que j'avais fumé, j'ai cru que j'avais été drogué avec un RC chelou, recherche chimique, substance synthétique inconnue. Puis je regarde mes potes, ils titubent dans tous les sens parce qu'ils étaient sous kétamine. Et là, mon cerveau part en live, je suis persuadé que tout le club a été drogué, qu'on est tous morts ensemble,
et que le lieu s'est transformé en purgatoire, ou en enfer. Je suis un gros fan de dubstep bien sombre, et ce soir-là, c'était tellement dark que je me suis dit que c'était littéralement la bande-son de l'enfer. Je retombe encore dans un trip de permatrip, deuxième round. J'ai commencé à faire des allers-retours dehors, genre 30 fois sans aucune raison. Je sortais. Je rentrais. Encore et encore. Le videur devait vraiment se dire, mais c'est quoi son problème à ce mec? Cette fois-là, j'ai rien laissé paraître. J'ai accepté que j'étais bloqué dans ce délire cosmique, et personne n'a capté que je faisais un bad trip. Vraiment, à part le videur, je pense que personne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Et puis à ce trip, il y a genre 6 semaines, le pire. Je suis à 95% sûr que c'était pas du LSD, mais un RC foireux. Le trip en lui-même, j'étais conscient de la réalité tout du long, mais les effets étaient affreux. Aucun des repères habituels, aucune montée propre, juste un malaise constant. J'ai fait beaucoup de L, je connais bien mes sensations, et ça, c'était pas ça. J'ai entendu d'autres retours négatifs de gens qui avaient pris la même chose. Ce truc m'a carrément ruiné pendant 5 semaines. Une vraie galère à digérer. J'ai pris du LSD des dizaines de fois quand j'étais plus jeune. Très souvent, j'avais l'impression d'être transporté dans une sorte de pays cartoon, les couleurs devenaient plus vives, presque saturées, et tout semblait être fait de plastique souple, gonflé comme des jouets. Les surfaces avec des motifs répétitifs, carrelage, papier peint, briques, semblaient tourner subtilement, comme si elles étaient animées. Parfois, je ressentais des distorsions de taille, l'impression d'être gigantesque. Il y avait aussi des sensations physiques vraiment étranges, presque surnaturelles. L'expérience dépend énormément du setting, ton état d'esprit et l'endroit où tu te trouves. J'ai passé des trips entiers dans des pièces pleines d'amis proches, avec cette sensation d'unité, de connexion, presque palpable. On se regardait et on se comprenait sans parler, le cœur léger. C'était presque impossible de ne pas sourire tout le temps. Avec des doses vraiment fortes, quand je fermais les yeux, je me retrouvais projeté dans des paysages complètement étrangers, faits de formes et de couleurs jamais vues auparavant. Des mondes entiers, abstraits, parfois merveilleux, parfois trop intenses. Mais ce niveau-là, il est rare. Ce n'est pas à chaque fois. Un effet qui revient presque toujours en revanche, c'est la distorsion du temps. Parfois, plusieurs heures passent comme si c'était quelques minutes. D'autres fois, quelques minutes s'étirent à l'infini, comme si le temps avait été mis sur pause. Dans ces moments-là, les cigarettes deviennent étrangement utiles pour garder un minimum de repères temporels. Elles sont physiques, concrètes, pas aussi déformées visuellement qu'une montre, et quand on fume, on a une idée inconsciente de la durée que ça prend. Un objet banal, mais une vraie encre dans le délire. Réveillon du Nouvel An, 1992. L'ambiance était légère, flottante, presque suspendue dans le temps. On riait, on parlait fort, on écoutait de la musique étrange sur une chaîne qui grésillait un peu, comme si elle venait d'un autre monde. L'air était chargé de cette excitation unique que seule une fin d'année peut provoquer, cette impression que quelque chose va changer, même si rien ne change vraiment. J'étais sous acide. Ce n'était pas viol, mais assez puissant pour que la réalité commence à onduler doucement sur ses bords. Les lumières paraissaient plus chaudes, les voix vibraient légèrement, et tout semblait respirer. À un moment, quelqu'un a bousculé une table basse, et un verre d'eau à moitié vide s'est renversé. Une scène banale, à peine digne d'attention pour la plupart des gens présents. Mais pas pour moi. Non. Pour moi, le sol s'est couvert de motifs microscopiques, mouvants, comme des brins d'ADN fluorescents qui se déroulaient lentement sur le parquet. Ils ondulaient en silence, comme s'ils attendaient quelque chose. Je suis resté figé. J'ai regardé les spirales s'étaler, se déployer, envahir le sol, comme si le temps s'était liquéfié et qu'on venait de le répandre sur le monde. Et là, cette pensée s'est imposée à moi, claire et indiscutable. Quelqu'un venait de renverser le Nouvel An. Pas l'eau. Non. Le Nouvel An lui-même.
L'essence de 1993, encore fragile, fluide, délicate, venait de s'écraser au sol. Les brins d'ADN n'étaient pas de simples hallucinations, c'était le tissu du futur, éclaté en morceaux, perdu dans les rainures du plancher. J'ai essayé de prévenir les autres, mais les mots se coinçaient dans ma gorge. J'avais l'impression qu'en parlant trop fort, je risquais d'abîmer encore plus le temps. Alors je suis resté accroupi là, à observer les fragments de l'année à venir se dissiper lentement. Une partie de moi pleurait, une autre riait. Je ne savais plus très bien si c'était tragique ou sublime. Et puis, comme toutes les visions sous acide, celle-ci s'estompa doucement. Les brins d'ADN se sont confondus avec les fibres du tapis, la musique est revenue au premier plan, et quelqu'un a crié « Bonne année » en faisant sauter un bouchon de champagne. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.